en période de crise financière. C'est le débat qui s'offre à nous maintenant lors de cette dernière conférence. François Gémen nous rejoindra dans quelques minutes, le président de l'Alliance pour la décarbonation de la route. Mes deux invités sont déjà avec nous. Jean-Pierre Pazeri, vous êtes président de Route de France. Bonjour et merci d'être avec nous sur le stand de la Fédération nationale des travaux publics. Et Claude Riboulet, vous êtes président de l'IDRIM et président du conseil départemental de l'Allier. Merci. Bonjour, merci d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, monsieur Riboulet, pour parler de ce sujet sur les routes et l'investissement des routes dans ce contexte financier qui est, on le dit depuis ce matin, très spécial et très unique en quelque sorte. Je vais commencer avec vous en posant ma première question. Comment on arrive à concilier le besoin urgent d'entretien des routes avec ce contexte budgétaire qui nous est annoncé et qui semble pas être très très joli dans les jours qui viennent? Très clairement, les maîtres d'ouvrage sont confrontés aujourd'hui à une situation d'arbitrage et de priorité. Est-ce que parce qu'on a moins d'argent et qu'il y en aura sans doute moins encore sur 2025, et on parlera des autres années après si vous le souhaitez, on se dit, bon, on est obligé de lever le pied et les routes, les rues deviennent une variable d'ajustement et on verra bien après. Ou est-ce qu'on se dit, attention, l'économie immédiate tout de suite, y compris par rapport à un contexte contraint, va nous coûter beaucoup plus cher après-demain. Alors là, il y a une prisme qui est technique. Tous ceux qui sont capables d'étudier, de calculer, de projeter, c'est aussi, je fais la promo de toute la mission de l'IDRIM, hein, c'est aussi le rôle de l'ONR, de dire attention, 1 euro économisé en entretien d'une maintenance qualitative va déclencher 3 ou 4 euros derrière de travaux curatifs. Donc, ne faites pas des économies de bout de chandelle qui coûteront plus cher demain. Mais en fait, le contexte budgétaire, aujourd'hui, il impose cet arbitrage entre finalement ces seules options. Je réduis au risque de moins bien entretenir du point de vue qualitatif, et on sait qu'on a déjà régressé quant au niveau moyen du réseau routier en France par rapport à nos classements ex-ante qui étaient meilleurs, et je prends le risque d'avoir à ce que ça me coûte plus cher demain, ou j'essaie de maintenir un effort d'entretien pour éviter d'avoir un surplus. Il faut qu'on se projette à 4 ans. 2025, le pays est exsangue budgétairement. Les collectivités, d'une manière ou d'une autre, devront y contribuer. Les départements, on essaie de sauver notre peau, parce qu'on a quand même un peu plus de 380 000 km de route. C'est pas tout à fait neutre. Les communes ont quand même un peu de voirie. Sauf qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on va rentrer dans un cycle électoral continu. Mars 2026, c'est municipal. Donc on sait exactement comment ça se passe ces années des municipales. Il y a de toute façon un creux de commande publique. Le temps que les mandats se terminent, les nouvelles équipes se mettent en place. En général, on fait des économies sur le début du mandat pour relancer les programmes. 27, on repart sur le cycle national présidentiel législatif. Donc on va attendre la nouvelle stabilisation de l'État sur 5 ans. Et 28, c'est le cycle département-région. Donc je préfère le dire en prévenance à l'égard du monde des entreprises, ce n'est pas des choses nouvelles. On en parlait tout à l'heure avec Sophie, on a connu la même chose en 14, 15 sur le cycle municipal, départemental, régional. Mais attention, il va falloir faire le dos rond sur une année budgétairement tendue et 3 années électorales où il y aura ces phénomènes de tassement. Donc j'ai répondu bien au-delà de votre question. Non, mais ce que je retiens, c'est, on en parlait ce matin, le coût de l'inaction. Si on n'agit pas, on le paye forcément un peu plus tard. Et quoi qu'il arrive, il y a un contexte, si j'ai bien compris, qui est tendu parce que des élections vont s'enchaîner et qu'il y a il y a finalement des fins à attendre. Et je rajoute une chose qui vous permettra de faire les transitions. C'est tout le sujet aujourd'hui, mais ça c'est le monde de la doctrine et des entreprises. Tout le sujet aujourd'hui, c'est de dire, comme cet argent va être encore plus précieux puisque rare, sur quel parti pris technologique on s'engage en anticipant les effets déjà connus du dérèglement climatique. Des températures plus chaudes au sol, et quelles que soient les techniques, hein, donc des couches de roulement qui vont forcément fondre, des ressuages sur les gravillonnages, donc on a l'effet chaleur, premier paramètre, les effets précipitation, deuxième paramètre, des phénomènes peut-être moins réguliers mais plus intenses, donc avec des logiques de fil d'eau, de perméabilité, etc., qui sont un deuxième paramètre à prendre en compte, et le troisième, des effets de variation de température qui vont sans doute être aussi plus intenses et plus rapides quant à la fragilité des structures qui ne parlent que des routes. Je fais pas la transition. Au final, c'est quoi l'enjeu? Est-ce qu'on fait le choix tout de suite de dire quitte à mettre de l'argent,
mettons-le sur des techniques qui nous permettent de ne pas être en retard et d'anticiper les conséquences du dérèglement climatique, donc de garantir la sécurité des usagers. C'est pas une route molle, c'est pas une route qui reçue, c'est pas une route où il y a de l'aquaplaning, c'est pas une route où ça faïence, c'est pas une route où la chaussée se déforme et où donc l'accidentologie sera plus forte. Ou est-ce qu'on joue la montre et qu'on fait de la rustine? Et là, je me tais. On va en parler avec vous, Monsieur Pazeri. D'abord, je salue François Gémen qui nous a rejoint et nous Bonjour, pardon d'être arrivé en retard. Pas de problème, vous avez emprunté la route, j'en suis sûr. Donc ça tombe très bien. On parlera de décarbonation tout à l'heure. Monsieur Pazeri, je me tourne vers vous. Vous êtes président de Routes de France. Comment, après ce que vient de dire Monsieur Riboulet, comment encourager les entreprises, les collectivités locales à faire des routes avec des infrastructures encore plus durables dans le contexte financier qui est le nôtre, qui est très lourd? Alors, peut-être juste avant d'aborder cette question-là, à chaque phrase de Claude Riboulet, je descendais d'un cran sur ma chaise parce qu'à chaque phrase, il y avait une mauvaise nouvelle. Juste, blague à part, et je pense qu'il faut revenir aussi un peu sur l'essentiel. Il me semble que ce qui est important, Claude Riboulet l'a évoqué, c'est cette notion de patrimoine. Donc, je pense qu'il faut que tout le monde intègre le fait qu'on a un patrimoine, on parle d'un patrimoine, et qu'un patrimoine, ça s'entretient. Ça s'entretient pour éviter, ça a été dit, à un moment donné, ce qui n'est pas fait en 2024, ça coûtera 4 € de plus pour le faire en 2027 ou 2028. Pour faire cette gestion de patrimoine, il faut commencer par regarder l'existence, c'est-à-dire déterminer ce que l'on a, quel est l'état actuel du patrimoine. Il faut définir des objectifs pour dire je veux à tel horizon temporel avoir une qualité de service qui sera à ce niveau-là, et puis après, définir des plans pluriannuels, ça me semble vraiment important pour être complètement conscient que quand on prend des décisions et qu'on ne veut pas faire un investissement ou de la maintenance à l'instant T, on décale les choses, mais de toute façon, à un moment donné, il faudra y passer, quoi. Pour bien comprendre, vous dites qu'il faut faire des audits, en quelque sorte, de nos infrastructures? Déjà, connaître l'infrastructure complètement, l'identifier parfaitement, savoir vers où on veut aller à un horizon à 5 et 10 ans, et après définir un plan pluriannuel de maintenance. Et surtout, il faut vraiment faire le petit entretien, celui où on se dit il va rien se passer, ça peut bien attendre un an de plus parce que voilà. Sauf que là, à partir du moment où l'eau commence à s'infiltrer dans la structure de la chaussée routière, ça se dégrade beaucoup plus rapidement dès qu'on a des cycles, alors même si on a un peu moins, des cycles climatiques, etc. Donc ça, je pense que c'est vraiment le premier point. Après, je pense qu'il y a un autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est l'idée que à un moment donné, la route, d'une certaine façon, doit payer la route. C'est-à-dire l'usage, pour être plus précis, l'usage de la route doit payer la construction de la route et la maintenance de l'infrastructure. Et donc, une fois qu'on a dit ça, ça paraît logique quand on dit ça comme ça, mais ça veut dire que derrière, il faut remettre en cause un certain nombre de choses. C'est-à-dire estimer qu'il doit y avoir une part des recettes fiscales, une part des taxes, par exemple la TICPE, enfin la taxe sur les produits pétroliers, et pourquoi pas des problèmes de péage qu'il ne faut pas occulter par les temps qui courent. Et donc, il faut décider qu'une partie de cet argent-là soit affectée directement à la maintenance des routes et aux gros entretiens, voire à la transformation des routes pour les usages futurs. Parce que, bien évidemment, on a au cœur de toutes ces mobilités, on voit bien que les gens se déplaceront plus forcément de la même façon. Il faut préparer les choses, il faut préparer l'avenir, il faut les transformer pour les nouveaux usages. Il faut les transformer, ça a également été dit par Claude Riboulet, parce qu'on va avoir une influence sur les structures de chaussée avec les aléas climatiques et les phénomènes très violents climatiques que l'on a déjà connus. Ça pourrait devenir une normalité. Donc, il faut s'y préparer. Mais c'est-à-dire que la route doit payer la route les utilisateurs, les usagers doivent payer aussi, participer ou les collectivités locales le font déjà, elles doivent participer encore plus? Non, alors ça, je pense qu'il ne faut pas se l'interdire. C'est-à-dire qu'il faut aller peut-être vers ça en fonction de certaines situations particulières. En ce moment, on prend l'exemple de la communauté européenne d'Alsace ou de la région Grand Est. Ils sont en train, parce qu'ils ont une situation particulière, avec des zones transfrontalières et du trafic qui rebascule de l'Allemagne vers la France, ils sont en train de regarder s'il n'y a pas une solution pour faire payer finalement le trafic poids lourd dans certaines conditions et faire en sorte que ceux qui utilisent la route et qui la dégradent d'une certaine façon payent la maintenance. Je dis bien, c'est une situation particulière.
C'est pas pour autant que ça doit être généralisé sur toutes les régions de France, mais néanmoins, il faut pas s'interdire cette analyse-là. François Gémen, on parle de décarbonation beaucoup en ce moment dans le débat. Décarbonation, déjà, tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais je vous demandais quand même de rappeler ce terme de décarbonation. C'est tout simplement réduire les émissions de gaz à effet de serre et singulièrement les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites par différents secteurs de l'économie et les ramener autant que possible proche de zéro. L'enjeu sur la route, évidemment, c'est que les émissions liées au transport, ça représente 1/3 des émissions de gaz à effet de serre de la France, et que dans ces émissions liées au transport, on a à peu près 94% qui sont liées au transport routier, que ce soit au transport passager ou au transport de fret. Donc ça veut dire que si on ne décarbone pas la route, on n'atteindra jamais les objectifs du plan national bas carbone. Alors quelles sont les bonnes pratiques qu'on pourrait mettre en place et conseiller à ceux qui sont avec nous aujourd'hui, mais même plus largement au grand public? Alors, il y a évidemment la question des travaux publics elles-mêmes et de la construction de la route. Aujourd'hui, on a des nouveaux enrobés, des nouveaux granulats qui permettent de réduire considérablement l'empreinte carbone de la construction des routes. C'est un premier point. Deuxième point, il y a la question de l'entretien et de la rénovation des routes. Il faut être conscient qu'un véhicule qui roule sur une route rénovée, il émet 15% de gaz à effet de serre en moins. Et donc, avoir des routes neuves, bien entretenues et en bon état, ça permet de réduire considérablement les émissions liées au trafic routier. Troisième élément, il faut adapter la route à de nouveaux usages. On sait que la route va être de plus en plus partagée entre différents véhicules. On sait qu'on va aller vers davantage de multimodalité. On sait qu'on va aller vers davantage de transport collectif sur route, vers davantage de voitures partagées, de covoiturage. Pour tout ça, il faut des infrastructures routières qui permettent de faciliter ces nouveaux modes de déplacement et qui permettent d'offrir des solutions qui sont dans l'intérêt des Français, qui leur permettent de réduire l'usage de leur voiture, qui permettent de réduire leur budget carburant, etc. Et donc, ça nécessite des investissements. Et puis, à côté de cet aspect de la décarbonation, on en a un peu parlé, il y a l'aspect de l'adaptation de l'infrastructure routière face aux impacts du changement climatique. Comme toute infrastructure de réseau, les routes sont particulièrement vulnérables à la fois aux vagues de chaleur, aux événements extrêmes de type inondation, et c'est un élément essentiel aussi de la résilience d'un territoire. Un élément fondamental dans la résilience d'un territoire, c'est évidemment la question de la cohésion territoriale, et donc toutes les infrastructures de réseau, dont la route, vont jouer un grand rôle là-dedans. Regardons ce qui s'est passé à Valence lors des inondations. Très clairement, la quasi-totalité des morts à Valence, ce sont des gens qui se sont retrouvés piégés dans des embouteillages et noyés dans leur voiture, sans doute une des morts les plus atroces qui soient. Ça veut donc dire qu'en termes de gestion de l'infrastructure routière, de gestion du trafic, il y a un enjeu fondamental sur la question de l'adaptation. Et il faut évidemment faire les deux ensemble. Le problème, on l'a mentionné, c'est à la fois un contexte budgétaire qui devient extraordinairement difficile pour les collectivités locales et qui souvent n'ont pas les moyens de l'entretien des routes. Deuxième problème, c'est les élections. Alors, les élections sont évidemment un bienfait pour la démocratie, etc. Et l'alternance est évidemment une richesse pour la démocratie. Mais le problème, quand vous parlez du coût de l'inaction, c'est que ça demande un investissement maintenant pour un coût qui sera potentiellement supporté dans le futur et donc potentiellement par votre opposant politique. Et ça, c'est une difficulté. La question, c'est comment est-ce qu'on va ramener les coûts futurs au présent de manière à ce que l'équation économique aille de soi. Parce que pour le moment, si vous regardez un calcul de long terme économiquement, bien sûr, ça va de soi. Sauf qu'il y a des alternances politiques et c'est ça la difficulté aussi. Bon, on va parler de l'entretien avec Claude Riboulet et M. Pazeri. Juste, j'aimerais vous faire réagir sur une question. Y a-t-il des modèles de coopération que vous aimeriez voir en France qui peuvent se faire ailleurs? Oui, alors très clairement, un modèle de coopération qu'on a essayé d'initier, notamment avec la FNTP et avec d'autres acteurs, c'est l'Alliance pour la décarbonation de la route. C'est quoi l'Alliance pour la décarbonation de la route? C'est de se dire jusqu'ici, lorsqu'on s'attaque aux émissions du trafic routier, c'est généralement par le biais réglementaire des limitations, des interdictions, de la fiscalité. Et évidemment, ce type de mesure aura sa place, mais il y a aussi toute une série de solutions qui existent aujourd'hui pour décarboner la route. Et ces solutions, elles passent par des coopérations entre les collectivités locales et les industriels. Les industriels à la fois qui font les routes, qui les entretiennent, qui fabriquent des véhicules, qui font des applications de covoiturage, de chargement électrique, etc. Et donc l'idée de cette alliance pour la décarbonation de la route,
c'est effectivement de construire une sorte de consortium qui rassemble à la fois des chercheurs pour informer les solutions, des industriels et des startups, et des collectivités locales. Et donc, si certains d'entre vous, et j'imagine c'est le cas de beaucoup, représentent des collectivités locales, nous sommes à la recherche de collectivités locales aussi pour expérimenter des solutions et pour voir comment on peut apprendre de ce qui se fait dans un territoire et le transposer à d'autres territoires pour que les solutions fassent tache d'huile. Ça, c'est une bonne nouvelle, monsieur Pazeri. Parce que vous disiez que M. Ribollet avait donné des nouvelles pas forcément très bonnes, mais on va en parler juste après. Ça, c'est une bonne nouvelle, le fait qu'on fasse coopérer des territoires entre eux et qu'on prenne le meilleur. Alors, peut-être juste un élément complémentaire. Donc, effectivement, la part majoritaire des émissions de CO2, elles sont émises par la route. Elles sont émises par l'usage de la route. La partie construction et maintenance, c'est très faible par rapport à au global. Néanmoins, on sait bien qu'en matière de CO2, il faut éviter au maximum, et chaque kilo de CO2 qui est évité est important. Et donc, on a travaillé au niveau de Route de France sur une feuille de route décarbonation pour la partie construction-maintenance. Et là, bon, la bonne nouvelle, c'est que les études ont montré avec des choses qui sont relativement simples, des choses qui sont déjà utilisées par les entreprises ou sur les chantiers ou dans les usines, dans la partie usine d'enrobé, on a des objectifs qui sont complètement compatibles avec la politique française et la politique européenne. C'est-à-dire qu'à un horizon 2050, on est à moins 87% d'émissions de CO2 et on est à moins 55% très rapidement. Sachant qu'on a déjà fait une partie du travail, puisque si on regarde à peu près 2020 par rapport à 1990, on est déjà à moins 36%. Donc les solutions, elles existent. Après, François Gemène a parlé de collaboration. Bien évidemment, il faut qu'on ait une collaboration qui soit plus étroite entre la partie publique et la partie privée. Dans la partie publique, je mets la maîtrise d'ouvrage, bien évidemment, mais je mets également toute l'ingénierie routière, la maîtrise d'œuvre publique, etc., etc. Et dans la partie privée, je mets les entreprises de construction et la maîtrise d'œuvre. Il faut qu'on trouve ensemble des solutions, finalement, en plus, qui seront d'autant plus vertueuses en ce moment, avec une période de crise financière, pour faire la même chose moins cher. Et moi, je suis persuadé qu'il y a des solutions qui passent effectivement par une définition plus précise au niveau du maître d'ouvrage pour pas surenchérir le coût d'un projet, mais également utiliser les solutions qui ont déjà été développées par les entreprises, qui sont maîtrisées par les entreprises, des solutions innovantes qui permettent de faire la même chose moins cher. Et là, ça veut dire soit mettre dans les appels d'offres ces types de solutions directement en solution de base dans un appel d'offres, soit ouvrir les appels d'offres aux variantes pour que les entreprises puissent faire partager leurs innovations et faire en sorte qu'on ait à la sortie quelque chose qui coûte moins cher. Très intéressant. Monsieur Ribollet, peut-être une réaction sur ce qui vient d'être dit. Et plus largement, on parle d'entretien aussi. On en parle beaucoup depuis ce matin parce qu'on est en plein dans la transition écologique, tant sur les routes que dans les autres chantiers d'infrastructure. L'entretien, il faut sensibiliser aussi peut-être les collectivités locales, même si elles le savent déjà, et les élus locaux aussi, encore plus là-dessus. Les collectivités locales, on est quand même extrêmement sensible à ça, parce qu'on n'oublie pas, je parlais des départements, l'ensemble de nos équipes, des agents des routes, leur métier, ça s'appelle la sécurité routière en fait. Nous, on n'a pas des agents des routes qui fauchent pour faucher, qui assurent une viabilité hivernale pour assurer une viabilité hivernale, qui font des routes en grillage pour le... Non, leur métier, c'est de la sécurité des usagers de la route. Donc cette sensibilité, on l'a. Ce que disait le président Baski, c'est aussi le rôle de l'ICDRIM, de lieu de convergence des acteurs privés, opérateurs comme ingénierie, de la puissance publique d'État et des collectivités territoriales. Je force un peu le trait, mais j'ai quand même un sentiment, et avec un regard, permettez-moi de le dire, un peu neuf, venant juste d'arriver à la présidence de l'IDRIM. J'ai le sentiment qu'on est peut-être quand même, et je rebondis sur Bastille, sur un moment un peu atrophié. Du côté des donneurs d'ordre et de la maîtrise d'ouvrage, on n'a pas suffisamment abouti à une projection technique novatrice pour dire maintenant, c'est là-dessus et là-dessus qu'on fixe la norme et ce que l'on veut. Mais d'un autre côté, je trouve qu'on a aussi trop atrophié la puissance privée pour qu'elle puisse se lâcher davantage sur la R&D appliquée et pour pouvoir dire, à défaut que vous n'ayez pas la doctrine de ce que vous pensez être le mieux, laissez-nous faire, on va s'en charger. Et comme le président Pasqui évoquait des appels d'offres avec une part livrée à une variante pour dire allez-y, proposez quelque chose,
je pense qu'on ne va pas assez loin dans la capacité d'innovation. Alors, soit le maître d'ouvrage et ses maîtres d'œuvre essaient de reprendre une longueur d'avance et donc de fixer le champ technique, soit à ce moment-là, il faut qu'on lâche la bride au privé. Et je suis C'est-à-dire travailler avec le privé et plus les solliciter. Aujourd'hui, où se passe la... Je vais prendre un exemple pour illustrer, qui est décalé. Regardez ce qui a été testé, tenté sur les voies de recharge à induction pour des véhicules électriques. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Moi, j'en sais rien, je suis pas ingénieur. Est-ce qu'il vaut mieux avoir des batteries qui fassent 1000 bornes et puis on les recharge avec des surpuissances qui vont avoir aussi des enjeux d'amener de puissance électrique sur les routes, sur les autoroutes, parce que pour charger en forte puissance, c'est pas rien, c'est pas une rallonge électrique. Ou avoir une logique où c'est la voie qui participe à la décarbonation du mobile, mais où ce mobile a une autonomie beaucoup plus longue, parce que je ne vais pas vous dire. Par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, technologiquement, personne n'a dit go, no go. Personne n'a dit OK, on mise là-dessus. Il y a un modèle, il y a un standard sur l'induction, sur la recharge de la batterie, sur la manière dont on doit d'abord concevoir prioritairement tels grands axes de circulation, et ensuite on déroule. C'est de la R&D, mais pas encore totalement développé. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est de la politique, donc c'est pas un gros mot. Le ministre actuel des Transports, c'est un président ministre. Il est toujours président du conseil départemental de l'Essonne. Quand, en ce moment, François Durovray dit « Je veux être le ministre de ceux qui n'ont pas de transport », qu'il est en train de dire « Moi, je veux qu'il y ait une accélération sur des bus rapides pour tous ceux qui font plus de 50 km tous les jours pour aller travailler ». Je rappelle que 82% des mobilités du quotidien, c'est la route, c'est la rue. Ouais. Ça, demain, les bus ultra rapides, on les conçoit comment en termes de carburation? Parce que s'ils sont ultra rapides, ils ne vont pas pouvoir avoir une autonomie limitée. Et vous voyez, je corrèle quel mobile décarboné, quelle stratégie d'innovation qu'à ce moment-là on standardise, et donc quel investissement qui fait que demain, même si ça coûte de l'argent, on va changer de gabarit et on va trouver une valeur ajoutée que jusqu'à présent on n'a pas. Je résume. Il va falloir sans doute des voies réservées aussi pour qu'ils aillent vite. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et qu'il faut que je pense qu'on pense le ruban, je l'ai dit ailleurs, c'est un concept en fuseau. Pensons nos infrastructures comme des fuseaux qui peuvent aussi servir à des mobilités de nature ou de priorités différentes. Je le dis en un mot commençant et je vais conclure là-dessus. L'argent, on peut le retrouver d'un prisme simple. Le modèle actuel, c'est quoi? Quand c'est porté par la puissance publique, si c'est pas l'usager qui paye, c'est le contribuable. Et si c'est pas le contribuable tout de suite, c'est de la dette, donc le contribuable de demain. Aujourd'hui, je recite François Durovray parce que on se connaît en plus là. Quand il dit les 12 milliards grosso modo qui sont sur le réseau autoroutier concédé, on peut peut-être permettre à cet argent de dépasser un peu le périmètre du réseau routier concédé. Ben il a raison, parce que jusqu'à preuve du contraire, une autoroute, s'il n'y a pas des échangeurs pour y rentrer ou pour en sortir, ça va pas le faire. Ça s'appelle un tunnel. Donc aujourd'hui, on a sans doute un modèle de financement connexe à ce qui est déjà un système où c'est l'usager qui paye et le seul usager qui paye pour pouvoir aller irriguer davantage sur des travaux et des investissements publics qui, eux, ne sont pas soumis à une recette de contribution de l'usager. Et à partir de là, je crois que l'enjeu, c'est comment on se fixe ensemble, peut-être sur le modèle que vous proposez, professeur, de coopération, quel est le standard des bonnes innovations qu'on va cranter et sur lesquelles il faut qu'on mise, parce qu'il ne s'agit pas, j'insiste, d'investir pour investir à niveau constant, mais tant qu'à faire, d'essayer de prendre une longueur d'avance sur l'innovation, sur l'infrastructure et sur les enjeux climatiques. L'innovation. Monsieur Pazeri, peut-être une réponse là-dessus avant de terminer la conférence. Non, bon, tout a été pratiquement dit. Moi, je voulais juste insister sur la dévolution contractuelle et bon, bien évidemment, on est sur des marchés publics, on a un cadre et c'est bien logique. Néanmoins, on commence. Beaucoup trop rigide. Beaucoup trop rigide, le cadre. Néanmoins, on peut explorer des choses, quoi. J'ai parlé des variantes qui sont le premier niveau, qui sont assez faciles à explorer, mais on peut aussi aller vers des marchés de type conception, construction. On peut y ajouter un peu de maintenance. On peut éventuellement y ajouter du financement. Il y a des choses qui existent, qui sont les marchés globaux de performance, qui sont, à mon sens, peut-être un peu difficiles à mettre en œuvre au niveau des routes, mais qui marchent très bien sur d'autres équipements. Par exemple, un éclairage public, vous avez un marché global de performance avec des critères de performance qui sont hyper compréhensibles par tous. Il suffit de regarder, puis on voit en pied de facture l'économie qu'on a fait sur la consommation électrique. C'est parfait.
sur la route, pourquoi pas réfléchir quels seraient les indicateurs suffisamment précis, qui ne seraient pas sujets à interprétation, qui permettraient de garantir qu'à la fin de la période, on a bien une réception définitive et on reste sur un niveau de qualité qui est équivalent. Donc, c'est pas aussi simple que ça à faire sur la route elle-même, mais il faut rien s'interdire. Il faut aller voir, explorer un peu plus loin pour trouver des solutions, encore une fois, parce que les financements sont contraints, on sait tous, quoi. Pour terminer, messieurs, un mot. On est au Salon des maires et des collectivités 2024. Vous travaillez au quotidien avec les élus locaux, sans doute qui sont avec nous pour cette conférence, avec les entreprises de travaux publics. On est sur le stand de la FNTP. Quel message vous voudriez leur faire passer dans un contexte, on l'a dit au début, on va terminer avec ça, qui est plus qu'incertain? Peut-être François Gémen? Ah oui, il y a un contexte qui est incertain, mais cette incertitude, elle est surtout de nature politique ou économique. Malheureusement, en matière climatique, nous avons surtout des certitudes qui sont informées, évidemment, par la science et par les rapports. Et donc, ce sont des outils de décision précieux. Je crois que on a aujourd'hui beaucoup de doutes, j'ai l'impression, sur la question de la transition. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on ne le fait pas parfois? Et en réalité, je crois que aujourd'hui, nous avons volontiers le sentiment que c'est une contrainte qui nous tombe dessus et à laquelle nous devrions nous plier. Et je crois qu'au contraire, en articulant des logiques de transport, de logement, d'alimentation, à l'échelle locale, on peut en faire un formidable projet pour un territoire qui clairement montre concrètement aux gens pourquoi ils ont attrait à la transition, pourquoi des transports décarbonés, c'est des transports plus rapides, plus viables, plus efficaces, pourquoi des logements décarbonés, c'est des logements plus confortables, pourquoi une alimentation décarbonée, c'est une alimentation plus saine. Et je pense que c'est vraiment au niveau des territoires qu'on va aussi pouvoir percevoir directement les bénéfices de la transition qui parfois apparaissent un peu lointains aux yeux des Français. Et ça, c'est un enjeu fondamental. Au niveau des territoires, justement, monsieur Riboulet, peut-être un mot pour terminer aussi sur un message à leur adresser aux collectivités locales, aux élus locaux et aux travaux publics. Là, vous me demandez d'être schizophrène. Quel message je m'adresse à moi? Non, ça sera plutôt un vœu pieux. Je pense en fait, le sujet aujourd'hui, c'est que je vais faire l'autocritique. Je trouve que du côté des collectivités, on n'a pas assez fait converger dans notre approche et notre pensée, donc dans les arbitrages, l'infrastructure, le mobile, l'énergie. On est très en silo, où nous, on investit sur une infrastructure. On considère que le mobile qui va circuler sur cette infrastructure, c'est pas notre sujet à nous. Et donc, du coup, l'énergie qui va mouvoir ce mobile, alors là, c'est très loin. Et je pense qu'effectivement, on aurait sans doute intérêt, nous, les collectivités, à avoir une approche qui est beaucoup plus globale dans la stratégie, qui consiste à dire on est responsable de l'infrastructure de transport, mais on ne peut pas la penser en tant que telle comme un objet futile patrimonial, sans la penser dans la mobilité et les mobiles qui vont circuler sur cette infrastructure. Et donc, derrière, comment l'énergie nécessaire comme force pour le moteur, comme force motrice, va être aussi agrégée à l'infrastructure. Voilà, je pense que c'est peut-être ça notre enjeu. D'ouvrir notre champ à deux thèmes qui, pour l'instant, sont des thèmes dont on considère qu'ils nous échappent et que ce n'est pas notre sujet. Merci à vous, monsieur Pazeri, pour terminer. Vous, votre message, qui travaillez au quotidien avec les collectivités locales? Donc, oui, bien sûr, travailler au quotidien avec les collectivités locales, amener des solutions qui leur permettent de faire de réaménager la voirie urbaine. Alors, on a les solutions sur les techniques classiques d'enrobé, en baissant les températures, en augmentant les taux de recyclage des agrégats d'enrobé, etc. Mais il me semble que les deux sujets majeurs qui sont en train de poindre dans les zones urbanisées ou les zones fortement urbanisées, c'est à la fois la gestion de l'eau et à la fois la gestion de la chaleur. Donc, la gestion de l'eau, c'est on a il y a peu de temps conçu nos voiries, conçu nos réseaux pour que l'eau s'évacue le plus vite possible. On voit que ça ne peut plus marcher. Il faut à un moment donné stocker, il faut gérer l'eau à la parcelle, il faut avoir des revêtements qui soient perméables de façon à ce que l'eau puisse s'infiltrer. Et ça, c'est pareil, on a des solutions à base de béton, à base d'enrobé, à base de matériaux qui sont plus ou moins poreux. Donc, on sait faire, on sait gérer ce problème-là. Et le problème des îlots de chaleur, c'est également un problème important qui va de pair avec le bâtiment, parce qu'il faut le faire sur des quartiers en ayant à la fois une éco-conception au niveau du bâtiment, mais également au niveau de l'infrastructure routière ou de l'infrastructure d'aménagement urbain, parce qu'elle sera forcément partagée. Et ben là aussi, on a des solutions en travaillant sur des matériaux qui sont
un peu plus claires, qui réfléchissent moins, qui réfléchissent moins la chaleur. Et puis, le secret à la fois de l'eau et de la chaleur, c'est de remettre d'avoir un peu moins de minéral et un peu plus de végétal en ville pour à la fois absorber l'eau et puis la restituer par phénomène d'évapotranspiration pour réchauffer les quartiers qui sont très chauds. Voilà. Donc, c'est plutôt un message d'espoir. On a les solutions techniques pour transformer les voies départementales, les voies nationales, les voies communales. Il n'y a pas de problème et on repart avec beaucoup d'optimisme. Merci à vous trois. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Merci, M. Gémen, M. Ripollet et M. Pazeri. Vous m'avez fait toute la transition, puisque dans quelques minutes, il y a une conférence sur l'eau qui va commencer ici même sur le stand. Donc, restez avec nous pour assister à la prochaine conférence. Et on peut encore les applaudir, s'il vous plaît, parce qu'ils ont pris le temps de venir vraiment partager avec nous leur expérience. Merci à vous et à bientôt.